C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Au sommaire aujourd'hui, l'ambassade de Russie part en guerre contre les communautés queer du Canada sur Twitter. Les francophones queer du sud de l'Ontario se célèbrent sur un fond de rebond de violence queerphobe dans le monde. Le photographe Robert Laliberté, une carrière de 45 ans à non seulement documenter nos communautés, mais à la faire évoluer à travers son œuvre remarquable. Et aux petits soins avec notre infirmier de service de garde, Gengis Grenier. On va parler de la PrEP 2.0 et des dons de sang qui sont permis aux personnes de nos communautés. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une heure où on ne se fait pas de mauvais sang. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, salut tout le monde. Un développement d'abord que je vais souligner, un développement sur une histoire qu'on suit depuis septembre, donc le manque de financement d'Interligne, la ligne téléphonique d'écoute pour les personnes 2 LGBTQIA+. On se rappellera qu'Interligne fait état d'un manque à gagner de 300 000 $ qui lui a été, c'est un montant qui lui avait été accordé il y a 8 ans pour établir son service de nuit, service d'écoute de nuit. C'est quelques 35 000 personnes qui utilisent ce service actuellement. Or, ce montant qui lui venait depuis 8 ans, donc de la Ville de Montréal, de façon temporaire, n'a pas été renouvelé et ça fait 18 mois que l'organisme multiplie les appels, notamment auprès du gouvernement du Québec, car ça relève de ce palier de gouvernement, d'ailleurs, quand on parle de santé et de services sociaux. Le gouvernement de la CAQ ne va pas répondre à la demande d'Interligne avant le printemps, donc il manque de l'argent présentement. Interligne a entrepris une campagne de financement d'urgence dont le thème est « Interligne ne pourra plus sauver des vies la nuit ». On peut faire donc un don à l'organisme par l'entremise de sa page web interligne.co. Donc, à l'émission aujourd'hui, l'ambassade russe part en campagne contre nos communautés en publiant des tweets homophobes. Le gouvernement canadien convoque l'ambassadeur pour s'expliquer. C'est un sujet qui fait beaucoup réagir. Et puis, nous allons en Ontario. Il était temps qu'on parle des communautés queer hors Québec. Non seulement c'est dans notre mandat, mais c'est aussi qu'il se passe des choses hyper intéressantes à l'extérieur du Québec, dont un gala qui célèbre les personnes gays, lesbiennes, en fait notre communauté du LGBTQIA+, sur un fond de renouvellement de la violence dans notre monde. Et enfin, le photographe Robert Laliberté a pratiquement créé le genre, la photo célébrant le corps de l'homme gay d'abord, mais aussi d'autres personnes de nos communautés. Il souligne ses 45 ans de carrière en remettant son fonds de photos aux archives gays du Québec. Et puis, on va parler de la PrEP 2.0 et des dons de sang permis aux personnes de nos communautés à la chronique aux petits soins avec Gengis Grenier. Donc, la semaine dernière, sans aucune raison autre que ça leur tentait, l'ambassade russe publie un tweet choquant, pour ne pas dire plus. Un drapeau arc-en-ciel avec une barre rouge sur le dessus qui disait « C'est surtout à propos des familles. La famille, c'est un homme, une femme et les enfants. » Et vous imaginez que ça a engendré toute une tempête. J'ai invité Serge Sasseville pour nous en parler. Serge est conseiller municipal à Montréal. Il a été auparavant conseiller chez Québécois, donc c'est un proche de Pierre-Carl Pellado, un homme d'art très connu, des arts et de la culture. Puis il vit juste en face du consulat russe. Il va sans dire que il en a long à dire, je vais dire, sur ce gouvernement. Fait qu'on va lui laisser expliquer tout ça. Serge Sasseville, bienvenue à l'émission L'Arc-en-ciel se lève. Alors, L'Arc-en-ciel se lève. Merci, Denis Martin. Bon, ça fait plaisir d'être ici. Ben oui, c'est un plaisir. On se connaît un peu, oui. Toi et moi, mais quand même, c'est intéressant de se voir dans d'autres circonstances que de prendre un bon verre dans une réception. Tout ça pour dire, Serge, quel pronom et quel accord utilises-tu? Il, lui. D'accord. Ben, parle-nous un peu de toi. Tu es avocat. Tu as fait une grande carrière chez Québécois et tu continues en politique. Et en début d'année, tu as fait parler de toi parce que même sur toute la planète, tu as fait le tour du monde en raison de ta campagne contre la guerre en Ukraine. Explique-nous ça. Bon, alors oui, effectivement, j'ai été 32 ans chez Québécois. J'ai pris ma retraite en 2019. J'étais alors vice-président principal affaires corporatives. Et j'ai décidé en 2021 de me lancer en politique municipale. Je suis conseiller indépendant pour le district de Peter McGill, qui est le centre-ville de Montréal à l'ouest de Robert Bourassa Université. Et j'habite le quartier depuis plus de 16 ans. J'ai une maison sur l'avenue du Musée qui est carrément en face du consulat général de Russie à Montréal.
Et la guerre génocidaire menée par la Russie en Ukraine a été déclenchée le 24 février. À l'époque, on était en télétravail. J'ai la chance d'avoir une grande maison avec un grand bureau. Alors, je travaillais de mon bureau et je pouvais, de ma fenêtre, voir les nombreuses manifestations au début de la guerre, contre la guerre en Ukraine et en soutien au peuple ukrainien. Et je voyais que les manifestants mettaient sur la clôture du consulat russe et sur le domaine public, là, les 3 premiers pieds à partir du trottoir, différents objets, des poussettes, des pancartes, des lampions et... en février, le soleil se couche tôt. Alors, dès que le soleil se couchait, je voyais les employés du consulat de Russie tout retirer, même ce qu'il y avait sur le domaine public. Alors, on se levait le matin et on regardait l'avenue du musée. C'était comme si on avait l'impression que c'était comme si à Montréal, personne s'opposait à la guerre en Ukraine, personne ne supportait le peuple ukrainien. Alors, un matin, je me suis tanné et puis je suis allé dans un magasin de drapeaux et j'ai acheté 8 énormes drapeaux ukrainiens que j'ai suspendus à mes 8 fenêtres qui font face au consulat général de la Russie. Et une amie, une ancienne voisine, m'est arrivée avec une vingtaine de petits drapeaux ukrainiens en me demandant la permission de les planter dans mon jardin avant, ce à quoi j'ai évidemment acquiescé. Et quelques jours plus tard, il y a un reportage qui m'a particulièrement touché. Un bombardement russe sur une maternité qui a tué énormément d'enfants. Et là, je me suis dit, c'est pas suffisant d'avoir juste les drapeaux ukrainiens. Alors, j'ai commencé, et ça, je me souviens de la date, c'est le 15 mars, j'ai commencé à midi pile à tous les jours à me rendre devant les bureaux du consulat de Russie avec mon téléphone et un haut-parleur Bose à faire jouer un enregistrement qui m'a été fourni par les Ukrainiens. C'est des bruits de sirènes et des bruits de mitraillettes qui précèdent l'hymne national ukrainien. En fait, ce sont les bruits que les Ukrainiens entendent quotidiennement depuis le début de la guerre. Et je le fais jouer 3 fois. Après la première fois, je dis Slava Ukraini, donc gloire à l'Ukraine. Quand il y a des Ukrainiens avec moi, ils répondent Heroyam Slava, qui veut dire gloire à nos héros. Et quand je suis tout seul, je le dis moi-même. Après la deuxième fois, je dis nous appuyons l'Ukraine, stand with Ukraine. Et après la troisième fois, je dis arrêtez la guerre, stop the war. Ce qui est arrivé, j'ai commencé ça un mardi. Le vendredi, il y a une sonnette là, sur la clôture du consulat. Avec un haut-parleur, normalement pour demander qui est là avant d'ouvrir la clôture. Mais là, cette journée-là, alors que je commençais à faire jouer l'hymne national ukrainien, ils ont littéralement blasté de la musique pour essayer de me couvrir, ce qui n'a pas réussi. Et j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Et là, ce qui est arrivé ce vendredi-là, c'est que Christopher Nardi, qui est le chroniqueur parlementaire du National Post, a communiqué avec moi parce qu'il avait vu ce que j'avais mis sur Twitter. Il a fait une entrevue avec moi sur ce que je faisais devant le consulat de Russie et ma maison. Puis il me dit, écoute, peux-tu m'envoyer une photo de toi devant ta maison et puis une photo aussi du haut-parleur avec la sonnette. Ce que j'ai fait, sachant pas trop ce qu'il ferait avec ça. Et là, le samedi, je me lève, j'ai tout plein d'alertes sur mon téléphone. Je dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Il a fait un article pleine page dans National Post, mais qui a été reproduit par Postmedia dans tous les journaux de Vancouver à Halifax. Et on a au Canada la 2e plus grande communauté ukrainienne au monde. Fait que ça a fait le tour. Ça a fait le tour. Ils m'ont écrit... parce qu'en faisant les résultats de recherche, ils sont tombés sur la page du site web de la Ville de Montréal avec mes coordonnées de conseiller de la ville.
Ils ont envoyé ça en Ukraine. J'ai recommencé à recevoir des témoignages de partout en Ukraine de gens qui étaient touchés pour ce que je faisais pour eux. Ouais. Là, évidemment, les médias ici, d'abord les médias du Canada anglais, ensuite les médias montréalais sont intéressés à la chose et c'est devenu viral. Oui, ça a fait pas mal. Il faut qu'on aille au sujet pour lequel je t'ai invité aujourd'hui. Alors, déjà, t'as pas beaucoup d'amour pour ce qui se passe pour la politique, les politiciens russes. Alors, arrive la semaine dernière des tweets, en fait, un tweet de la part de l'ambassade de Russie dont on vient de parler. Alors, comment as-tu vu ça et comment tu as réagi quand tu as vu ça? En fait, je l'ai appris par un tweet le lendemain. Je l'ai appris le 25 novembre, le lendemain, par un tweet de l'humoriste puis de l'auteur Léa Strelitzky. Et Strelitzky, comme elle, j'étais un petit peu incrédule, alors je suis allé voir, puis effectivement, j'ai vu le tweet où on dit en anglais que tout est autour de la famille, puis une famille, c'est un homme, une femme et puis des enfants. Ça, ce tweet-là de l'ambassade de Russie à Ottawa, c'est le 24 novembre. C'est la journée même où, en Russie, on a adopté une loi pour interdire ce qu'on appelle la propagande LGBTQ. On modifiait la loi de 2013 qui visait seulement les mineurs pour l'étendre à tous eux, ce qu'ils appellent la propagande, mais c'est rendu qu'en Russie, sous peine d'une amende de 10 millions de roubles, équivalent à peu près 215 000 canadiens, tu ne peux pas susciter l'intérêt sur tout ce qui est LGBTQ, tout ce qui est identité de sexe et partout dans le champ public, c'est-à-dire médias, Internet, cinéma, littérature, etc. Alors, j'ai évidemment réagi très, très fortement et négativement à ce tweet-là. Je trouve ça absolument scandaleux et inacceptable qu'au Canada, une ambassade fasse un tweet pareil parce qu'il n'est pas mis en contexte leur tweet et c'est vraiment un tweet qui est anti-communauté de SLGBTQAI+, et on ne peut pas accepter ça au Canada. Est-ce que la réponse du gouvernement là-dessus a été adéquate, d'après toi? Ben, en fait, il y a eu deux réponses officielles du gouvernement. Il y a deux ministres qui ont répondu à ce tweet-là. Il y a la ministre des Sports et qui est responsable de l'Agence du développement économique, Pascale Saint-Onge, qui est elle-même membre de notre communauté, qui a réagi en disant que la propagande russe homophobe n'est pas bienvenue chez nous. Le traitement des personnes LGBTQ2+, en Russie est une honte et une attaque contre les droits humains fondamentaux. Et l'ambassade de Russie a répondu à ce tweet-là en mettant une photo de la famille Romanov, puis en disant à la ministre pouvez-vous nous expliquer d'où vous venez? En voulant dire, vous venez d'une famille, là, tu sais, puis une famille, c'est comme la famille Romanov. Et il y a également le ministre Andy Boissonneau qui a réagi à ce tweet-là en disant, lorsque ce gazouillis a été diffusé, j'assistais à un événement LGBTQ2L+, où des activistes et des leaders ont partagé leur expérience de protection du droit fondamental à l'égalité. Au Canada, vous êtes libre d'être vous-même et d'aimer qui vous aimez. Comment l'ambassade de Russie a réagi à ce tweet-là? On a mis une icône de Notre-Dame de Kazan en disant « En Russie, vous êtes libre d'être vous-même et de protéger vos enfants pendant qu'ils sont mineurs contre l'imposition et l'empreinte d'une propagande agressive. » Suite à ça, le gouvernement fédéral a convoqué l'ambassadeur de Russie pour la 4e fois depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et on l'a rencontré en personne pour faire passer les messages du gouvernement, c'est-à-dire qu'on est contre la propagande haineuse de la Russie, qu'on ne tolère pas le genre de rhétorique que l'ambassade... Serge, je vais devoir t'interrompre parce qu'on arrive puis on va manquer de temps. Alors, toi, est-ce que tu trouves que cette réponse-là est suffisante dans quelques mots? C'est-à-dire, face au tweet, oui. Ouais. Mais face à la présence de diplomates
russe au Canada, je comprends la position du gouvernement, mais je suis toujours contre. C'est-à-dire que eux veulent maintenir des liens diplomatiques avec la Russie, comme les autres pays du G7, parce qu'ils veulent servir les citoyens canadiens en Russie. Ils veulent maintenir un contact. Moi, je suis comme le Congrès ukrainien canadien, comme l'ambassadrice d'Ukraine au Canada et même comme le Parti conservateur du Canada, je suis d'avis qu'on ne peut pas tolérer de tels agissements et qu'on devrait expulser les diplomates russes du Canada. Ben Serge, c'était très intéressant. On va devoir te réinviter. Merci Ça beaucoup fait d'avoir plaisir. participé à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. On s'en va dans le GTA ou le GTA en français, le Greater Toronto Area, le Grand Toronto, parce qu'il y a dans cette région une grande communauté queer, qui est une grande communauté en fait dans tout le Canada au complet, et c'est une grosse gang de ceux-là qui parlent français, ben oui. Alors, à l'occasion des fêtes, ben, les francophones queer de la région vont se célébrer dans le cadre d'un grand gala. Un gala, c'est pas très inusité, vous me direz, oui, mais sur le fond de la remontée de la violence contre nos communautés sur la planète, ça revêt une toute autre importance. Arnaud Baudry est directeur général de Franco Queer. Bienvenue à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup, merci. Et Arnaud, dites-moi d'abord, quel accord et quel pronom utilisez-vous? Alors, pour ma part, c'est pronom il, lui, accord masculin. D'accord. Ben, commençons par expliquer à notre monde, Franco Queer, c'est quoi? Alors, Franco Queer, c'est la première organisation sans but lucratif qui vise à servir la communauté de LGBTQIA+, en Ontario, la Oui. communauté francophone. On est basé à Toronto, mais on est actif à travers différents programmes à travers la province. Oui. Puis je peux parler un peu des différents services Oui, qu'on a. allez-y, c'est là pour ça. Ok, on offre des services d'établissement pour les personnes nouvellement arrivées dans la région de Toronto. Donc principalement des personnes qui viennent de l'Afrique francophone, des Caraïbes francophones, mais pas seulement. Mais ça représente le plus gros de la clientèle qu'on sert. Puis il faut dire que beaucoup de ces personnes-là sont souvent des réfugiés ou ils arrivent dans des conditions difficiles et à cause de leur orientation sexuelle ou identité de genre, ils ont des défis à relever. Alors, c'est peut-être une bonne idée de les accueillir puis de les aider à s'intégrer, quoi. C'est ça, exactement. Pour beaucoup d'entre eux, d'entre elles, ces personnes viennent de pays où l'homosexualité est illégale. Donc, il y a tout un processus d'acclimatation, un processus aussi pour dépasser les traumas qui peuvent être liés à l'expérience dans le pays d'origine. Et puis, l'objectif pour ces personnes, c'est d'avoir un nouveau départ au Canada. Donc, on les accompagne dans le processus. Pour les demandeurs, demandeuses d'asile, on les accompagne aussi dans le processus de demande d'asile. Et puis, il y a des personnes qui arrivent au Canada avec différents statuts. Donc, il y a des personnes qui arrivent aussi directement avec la résidence permanente. Mais quel que soit le statut ou là où la personne en est dans son parcours d'intégration, on est là pour les accompagner et puis leur offrir un environnement accueillant pour pouvoir reformer une nouvelle vie, on va dire. Donc Oui. ça, c'est pour les services d'établissement. Oui. On offre aussi des opportunités de bénévolat, de mentorat. Donc on a un programme qui vise à connecter les nouveaux arrivants avec des personnes établies et puis offrir des opportunités de connexion, de partage d'expérience.
Et puis on a aussi un programme plutôt destiné à nos partenaires. Donc là, l'idée, c'est de faire de la sensibilisation, de travailler avec nos partenaires pour que les services que nos partenaires offrent soient vraiment plus inclusifs envers la diversité sexuelle et de genre, puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre de défis encore dans la communauté quand on oriente nos clients, clientes vers les services dans la communauté. On veut s'assurer qu'on soit bien servi en tant que personne LGBTQ+. Mhm. Donc ce programme, c'est le programme Partenaire Inclusif, donc, qui vise à avoir un impact sur l'environnement dans lequel on vit. Et puis on intervient aussi dans les écoles. Ça, c'est Un peu comme le gris, comme le gris ici au Québec. Et puis, je sais que vous êtes impliqué Exactement. aussi dans la grosse fierté de Toronto. Vous avez des activités pendant ces événements-là aussi. Oui, absolument. Généralement, on a un programme spécifique pendant le mois de juin avec des opportunités de connecter, de réseautage, et puis des événements de célébration aussi, puisque c'est important de créer des espaces où on se célèbre, où on célèbre nos identités. Puis d'ailleurs, c'est aussi l'objet du gala de fin d'année qu'on est en train Oui, d'organiser dont cette on année. va parler un petit peu plus tard. J'aimerais quand même vous amener sur un territoire qui est en fait un territoire assez compliqué parce que non seulement vous vous occupez des personnes de nos communautés, certaines sont marginalisées de par leur statut d'immigrants récents ou qui ont passé par des situations très difficiles avant d'arriver à Toronto, mais on est aussi à offrir ces services-là en français. C'est quand même la langue minoritaire en Ontario. Alors comment vous conjuguez ça? Ça ne doit pas être facile, là. Oui, effectivement, ça crée des barrières supplémentaires. Donc, parce que bon, le Canada, c'est pas vraiment le pays bilingue qui est présenté à l'international. Ça, c'est un argument qui est souvent présenté, mais c'est vrai que quand on arrive ici, enfin, quand je dis ici, c'est dans les zones à dominance anglophone, on va dire, Ouais. le français il est pas présent partout. Donc nous, c'est important. Pour ça, on se trouve vraiment à cette intersection. C'est dans notre nom, franco-queer, Oui. à faire cette intersection de la langue et de l'identité sexuelle ou de genre. Et donc, nous, on travaille à justement offrir des services en français spécialisés pour les personnes de la diversité sexuelle et de genre. En termes de langue, nos services visent à, juste, à développer l'offre de services en français. Euh, et puis, on travaille aussi avec nos partenaires francophones, donc c'est important de pouvoir créer ce réseau d'organisation et de services pour pouvoir orienter vers des services en français Ouais. selon les besoins des personnes qu'on sert. Et ça veut dire Et aussi que vous puis, desservez non seulement cette population francophone dont c'est la langue première, mais il y a aussi les francophiles. Il y a des gens qui ont appris le français avec les écoles d'immersion et tout. Alors, ceux-là aussi vont vers vos services lorsqu'ils en ont besoin. oui, sachant que comment dire, c'est des profils, on va dire, un peu différents en fonction de l'histoire des personnes. Ouais. Parce qu'en tant que personne queer ou trans qui vient d'arriver au Canada, bon, il y a un certain nombre de défis par rapport à ce dont on parlait avant, là, par rapport à l'identité, Ouais. par rapport à s'assumer, à dépasser certains traumas. Et puis pour certaines personnes qui arrivent ici aussi, c'est une expérience, des nouvelles expériences qui n'avaient pas lieu dans leur pays d'origine, Ouais. c'est-à-dire des expériences de racisme Ouais. au sein de notre communauté. Donc tout ça vient se superposer puis créer des barrières supplémentaires. Pour les francophiles, ce qu'on constate, c'est que les francophiles, ils recherchent des opportunités pour connecter avec les francophones de notre communauté queer. Mhm. Donc on va plus être vers des types d'activités de réseautage ou de pratique de la langue et puis des activités de célébration. D'accord. On n'a pas tant de francophiles dans nos services d'établissement, par exemple. C'est D'accord. plutôt vers des Le activités ou secteur des événements. des festivités. Le temps c'est cool, puis je vais juste, avant de parler du gala, rapidement terminer cette personne d'entrevue sur... j'imagine que vous avez des relations avec les organismes queer du Québec. Comment ça fonctionne? Est-ce que les relations sont bonnes? On pourrait certainement continuer à les développer, hein. C'est un défi de travailler avec les organismes du Québec, mais on a mené des initiatives, par exemple le projet pour les écoles inclusives dont je parlais plus tôt. Mhm. Ça, c'est un projet qu'on a développé dans le cadre d'un financement qui était
un cofinancement entre le Québec et l'Ontario qui nous a permis de développer les services aux écoles. Et ça, on l'a fait en association avec un partenaire québécois qui était Interligne. Oui. Mais de manière générale, c'est vrai qu'on se sent un petit peu isolé parce que les organismes queer du Québec, ils sont très bien implantés au Québec, ils ont leurs enjeux. Et puis nous, en situation linguistique minoritaire, on a aussi des enjeux qui diffèrent un peu de ceux du Québec. Oui. Et puis, il y a moins d'offres de notre côté, il y a moins de diversité dans les organisations. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on chercherait à faire, c'est continuer à développer ces relations avec les organismes queer du Québec de manière à pouvoir apprendre de ce qui est fait au Québec, là où il y a plus de moyens vraiment disponibles que les moyens en situation minoritaire. Ouais. Donc, pouvoir s'appuyer sur l'expérience de nos partenaires, ça, c'est d'une grande valeur. Oui, en tout cas, l'appel va être lancé parce qu'ils nous écoutent, cette émission. Allons-y, ce gala. Parlez-moi un peu du gala que vous allez présenter à la fin. Je pense que c'est le 17 décembre, si je ne me trompe pas. Exact, c'est le 17 décembre, le samedi, à partir de 18h. Ça sera dans le site historique de Fort York, à Toronto. Et puis, il y aura toute une série d'activités. L'objectif, c'est à la fois d'avoir une occasion de connecter et puis de célébrer ensemble pour la fin d'année, et puis aussi de lever un peu de fonds pour soutenir l'organisation. Ouais. Donc, on aura diverses activités. Il y aura aussi des artistes pas mal connus dans la scène francophone, avec Jezebel Bardot, qui est la drag queen francophone de Toronto. La Barbada ou la Rita Baga de chez vous, quoi. Exactement. Ouais. Et puis aussi Sophistiqué, qui est assez jeune dans la scène, mais qui commence à se faire bien connaître, et puis qui est aussi connu pour son activité de DJ, sous le nom de DJ ISL. Ouais. Et puis c'est la seule drag DJ mauricienne du Canada. Donc elle sera là pour nous faire danser, mettre sa musique, et puis comme je disais, il y aura toute une série d'activités. Il y aura des enchères silencieuses, il y aura une partie karaoké, il y aura un beau buffet, une tombola, et la remise de prix. Et tout ça dans le contexte qu'il y a une remontée de violence contre nos communautés sur la planète. Juste quelques secondes pour commenter là-dessus. Oui, ben justement, c'est important de ne pas céder à la peur, en fait, et de se dire que non, on est là, on existe, on est fiers de qui on est, et on crée ces espaces pour pouvoir se célébrer. Évidemment, il faudra considérer aussi la sécurité de l'endroit. Donc là, on travaille avec Fort York pour s'assurer que tout sera correct. Mais c'est vraiment important de ne pas céder à la violence et de se dire que oui, on est là, on existe, on se soutient les uns les autres. Ouais. Et c'est important d'avoir une approche communautaire pour pouvoir, c'est ça, s'appuyer les uns sur les uns les autres, et puis être fier de qui on est. Arnaud Baudry, c'est tout le temps qu'on a. C'est certainement un plaisir de pouvoir discuter avec vous. On va certainement vous réinviter à l'émission pour continuer à parler de ces sujets importants dans les communautés francophones et de nos communautés, évidemment, LGBTQIA+. Super. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était Arnaud Baudry, directeur général de Franco Queer. Et nous, on va revenir très, très souvent là-dessus. Et on va revenir après la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans cette deuxième demi-heure d'émission, Robert Laliberté, un photographe légendaire de nos communautés queer. Et on va parler aussi de la PrEP 2.0 et les dons de sang qui sont désormais permis aux personnes de nos communautés. Je vais juste vous faire un petit suivi parce qu'on a tellement dépassé notre temps dans la première demi-heure qu'on va retourner beaucoup faire des entrevues à l'extérieur du Québec parce que ces communautés-là ont beaucoup de choses à partager avec tout le monde. Et puis, c'est dans notre mandat aussi, on est diffusé d'un boileau du Canada. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Robert Laliberté a marqué l'imaginaire de nos communautés de LGBTQIA+. C'est un homme discret, mais un homme passionné. Depuis 45 ans, il a multiplié les expositions et les contrats de photos. On le connaît d'abord pour ses nus masculins, mais il a bien d'autres angles à son objectif de photo.
On peut le constater dans le cadre d'une exposition à l'Écomusée du Fier-Monde à Montréal qui relate son œuvre magistrale. Il a été plein de choses aussi dans sa carrière, directeur des magasins Priap pendant 17 ans, directeur adjoint de la Galerie d'art contemporain Beaux-Arts des Amériques, et surtout, il a signé les couvertures du magazine Fugue. Il en a fait 141, si on inclut celle qu'il vient de faire pour le festival Black and Blue. Il vient de faire aussi un don de fonds d'archives, de photos, aux Archives gays du Québec. Mais c'est pas parce qu'il a fait ça qu'il est à la retraite, vous allez le voir. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Robert Laliberté. Merci beaucoup. Robert, on pose toujours la question à tout le monde quand ils viennent à l'émission. Quel pronom et quel accord on utilise avec toi? Il, d'accord. Alors, écoute, commençons par le début. Comment t'es venu le goût de la photo? C'est venu, j'étais à San Francisco, je vivais à San Francisco quand j'étais jeune, dans ma jeune vingtaine, et un ami était venu me visiter et m'avait passé sa caméra durant qu'il était là pendant 15 jours. Et c'est la première fois vraiment que je jouais avec une caméra et j'ai eu le coup de foudre. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Je suis revenu à Montréal et je me suis inscrit à l'école de photo. À l'époque, il n'y en avait qu'une école de photo. Je m'y suis inscrit et j'ai gradué une couple d'années plus tard. Donc, on a vu beaucoup ton œuvre. Qu'est-ce qui t'inspire ou qu'est-ce qui t'inspirait le plus à l'époque, là? Oh mon Dieu, l'inspiration, c'est vaste. Il y a beaucoup de choses qui m'inspirent. La beauté m'inspire beaucoup. Et il y a de la beauté dans tout. Hein. La beauté, il s'agit de la voir. Moi, ma phrase fétiche, c'est « Ce n'est pas ce que tu regardes qui importe, mais ce que tu vois. » Oh, c'est profond, ça. Alors, ça dit tout. En fait, parce que souvent, j'ai enseigné la photo pendant quelques années et c'est ce que je disais à mes élèves. Moi, je ne vous montrerai pas la technique. La technique, chaque caméra est différente. Vous allez pouvoir l'apprendre, on va en apprendre. Ça en prend un peu de technique de base, mais je vais vous montrer plutôt comment regarder, comment voir. Et c'était le plus beau compliment que j'ai eu de mes élèves quand ils me disaient « Ah, je vois différemment maintenant quand je marche sur la rue. Je ne vois plus les mêmes choses que je voyais avant, etc., etc. » Parce que souvent, on ne prend pas le temps de regarder. On regarde, mais on ne voit pas. T'as beaucoup, c'est un peu pour ça qu'on t'a invité, parce que je pense que tu as été connu et t'as fait de la photo de l'homme nu, l'homme gay nu aussi, beaucoup. Puis je pense que c'était à une époque où ça se faisait pas tant. Il y avait un peu, mais c'était plus underground. Là, tu as vraiment fait ça, là. Oui, j'ai été un des premiers, sinon le premier vraiment ouvertement à photographier des corps d'hommes. Et pour te dire, oui, c'était pour des corps d'hommes. Moi, je suis gay, bien sûr, et tout, mais je n'ai pas photographié que des hommes gays, par exemple. D'accord. Il y a plusieurs, vous seriez surpris du nombre de modèles masculins que j'ai photographiés qui ne sont pas d'orientation sexuelle homosexuelle. Et pourquoi le corps de l'homme? Qu'est-ce que... À parce part que le fait que tu trouvé beau. Parce que c'est beau, un corps d'homme. Oui. Parce que si probablement que j'avais été hétérosexuel, j'aurais photographié des corps de femmes, j'imagine, je ne sais pas. Il y avait un intérêt personnel, bien sûr, et il y avait aussi le fait que personne ne faisait ça aussi, qu'on n'en voyait pas. On voyait bien des corps de femmes, mais au début des années 70, quand les films ont commencé à sortir, Valérie et tout, là, l'initiation avec... Alors, on utilisait beaucoup le corps de la femme, mais jamais le corps d'homme. Alors, c'est comme ça, tout simplement. Et je savais qu'il y avait une niche là, je savais qu'il y avait quelque chose à faire là. Ben oui, parce que maintenant, il y en a partout, mais... oui, puis il y avait des grands photographes que j'aimais bien, que j'avais étudiés, comme Plateline et Mapletop aussi, alors qui travaillaient déjà, eux, avec des corps d'hommes. Et d'ailleurs, mon travail a été souvent comparé à celui de Robert Mapletop. Mais c'est pas comparable. Là. Si on mettait nos photos une à côté de l'autre, on verrait bien que c'est pas la même chose, mais disons qu'on avait la même inspiration. De nos jours, les photos, je vais dire intimes, peuplent le web. Ah oui. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Mon Dieu, je le sais pas. En tout cas, moi, je sais bien que vous avez commencé l'introduction en disant que j'étais discret. Alors, c'est certainement pas des photos de moi que je mettrais sur le web, des photos intimes de moi. Je comprends pas pourquoi les gens font ça. Je comprends pas pourquoi les gens font ça. J'imagine tout le monde a besoin de reconnaissance. Hein? Tout le monde a besoin de... Mais c'est pas vraiment de l'art, finalement, ce qu'on...
Il y en a que ça peut être de l'art, il y en Ouais. a d'autres non. Hein. C'est pas la caméra qui fait le photographe. Là. C'est pas l'appareil qui fait le photographe. C'est pas parce que tu prends des photos que tu es un photographe. Quand on prend un selfie devant le miroir tout nu, ça c'est... Ben, c'est pas. Ça peut... Ça dépasse, on a C'est ce qu'on a à montrer, Ouais. disons. Oui. Puis on parle pas rien que des appendices ou de... Non, ouais. non. Mais en fait, justement, c'est difficile maintenant. Je pense que c'est peut-être plus difficile maintenant pour un photographe ou une photographe de se faire découvrir alors qu'on est inondé. Là. Il y a tellement de photographes du téléphone cellulaire qui en mettent partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des photos avec leur téléphone cellulaire, mais il y a très peu de photographes qui utilisent le téléphone cellulaire. Oui, tout à fait. Il y en a, des photographes professionnels qui font, d'ailleurs, on appelle maintenant, je pense que ça s'appelle l'iphonographie. Ah. Faite avec avec le iPhone, Oui. l'iphonographie. Mais, Mais en non, pas c'est qu'on pas, peut faire- on c'est peut- pas l'appareil qui Non. te fait photographe, là, c'est sûr et certain. Oui, parce que je pensais justement, dans un festival de documentaires, il y avait un documentaire qui avait été fait dans des régions très difficiles. Les gens avaient peu de moyens. Ils ont fait ça au téléphone Ah, oui, cellulaire. tout à fait. Et c'était... Bon, c'est sûr qu'en acceptant peut-être certaines limitations de qualité, on peut Mais organiser. aujourd'hui, la qualité est assez grande aussi. Hein. Les téléphones ont bien évolué. Ouais. Et même moi-même, j'en fais quelquefois des photos avec mon téléphone. Là. Des fois, ça m'arrive. Si je n'ai pas ma caméra à la main, puis que je vois quelque chose, puis que j'ai envie de le photographier, puis j'ai toujours mon téléphone, alors je vais photographier avec mon téléphone. Et ça donne... Les gens ne verront pas la différence entre mon téléphone et ma caméra professionnelle, mes caméras professionnelles. Là. Mais puis là, on a parlé de la photographie d'hommes nus, mais tu n'as pas seulement fait ça. T'en as Ah fait non, pas du tout. J'ai été au théâtre pendant 20 ans. J'ai fait de la production théâtrale pendant 20 ans. J'ai photographié les premières pièces de Robert Lepage, les premières pièces de Michel-Marc Bouchard, de René-Daniel Dubois, etc., etc. J'ai travaillé pendant 20 ans au théâtre. J'ai été 10 ans avec les Petits Frères des Pauvres qui s'occupent des personnes âgées. Alors, tandis que je photographiais des beaux corps de jeunes hommes, en même temps, le lendemain, je pouvais photographier des corps de gens de 100 ans qui vieillissaient tout simplement. Alors, j'avais besoin de ça aussi. Disons que je n'aurais pas pu que photographier des beaux corps d'hommes. Non. Non, j'aurais pas pu. Il fallait que je balance mon affaire un peu. Oui, puis photographier des beaux corps d'hommes, ça devient un peu dur sur son propre ego à soi, parce que des fois, on dit ils sont tellement beaux. Ouais. Oui, puis non, parce que j'ai jamais mélangé ma vie personnelle à ma vie professionnelle. OK. Pour moi, c'est deux choses tout à fait différentes. Là, c'est peut-être la bonne chose à faire. Ah oui, il faut faire ça, il faut se dissocier. Robert, est-ce qu'il y a des projets de photos qui te tiennent à cœur présentement? Mais dans le moment, je travaille sur une exposition, oui, que j'ai commencé il y a 35 ans. Je ne pourrais pas vous en parler beaucoup aujourd'hui. Disons que ça concerne le portrait. Parce que le portrait, ça a été aussi un de mes grands intérêts en photographie tout au long de ma carrière. J'ai photographié beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, plusieurs politiciens, des gens qui ont besoin d'une très bonne photo pour gagner leur vie souvent, ou des auteurs pour leurs jaquettes de livres, bien sûr, quand j'étais au théâtre, beaucoup de comédiens, de comédiennes, d'acteurs, d'actrices, etc. J'aime beaucoup le portrait. Alors, ma prochaine exposition que j'ai commencé exactement en 1988 à travailler dessus, que je présenterai d'ici 2025 probablement, ou plus tard 2025, ce sera des portraits. Puis il y a une exposition présentement à l'éco... Non, c'est terminé à l'écomusée. Okay. Ce n'était que pour 3 jours, Ah bon. mais l'exposition se poursuit dans les locaux des archives gays. OK. Alors, les gens qui seraient intéressés à voir peuvent communiquer avec les archives gays. Et cette exposition, elle parle de quoi? C'était une je vais faire le legs à mon décès, je fais le legs de toutes mes archives aux archives gays du Québec. Alors là, j'avais chez moi dans mon entrepôt une soixantaine de photos qui étaient déjà encadrées. Alors je me suis dit, je vous les donne tout de suite, ça. Vous pouvez les prendre tout de suite, on peut les montrer, vous pouvez les mettre en vente et tout l'argent que vous récolterez ira aux archives. Moi, j'ai pas pris un sou là-dessus. C'est un beau don quand même. Hein? Oui, parce qu'ils ont ramassé quelques milliers de dollars avec les 3 jours qu'on a fait à l'écomusée. Il y a tout de même 225 personnes qui sont passées et qui ont encouragé les archives. Oui. Ben, ça a l'air de rien, hein, mais pour les organismes communautaires qui n'ont pas beaucoup de sous. Là, Ah oui. Et moi, je suis content aussi de savoir que mon travail aura une pérennité aussi. Oui. Qui ne sera pas jeté au vidange ou qui ne sera pas parce que ma famille n'aurait peut-être pas su quoi faire avec tout ça, avec
j'ai vraiment beaucoup, des centaines de milliers de négatifs, de fichiers numériques, de diapositives, etc., etc. Ah, ça va être vraiment intéressant de travailler là-dessus. Je termine là-dessus, Robert. Est-ce que tu vas prendre des photos aux fêtes cette année? Pas plus particulièrement que les autres fêtes, non. Photos de Non, famille? je laisse les autres faire ça. J'ai horreur de compétitionner avec les gens avec leur téléphone. Je laisse les autres faire. Moi, je fais mes photos dans mon studio. De toute façon, la dernière photo moi, que j'ai vue, là, c'était celle du Fugue du mois d'octobre là, pour le Black and Blue. Elle était fabuleuse, une belle photo. Merci. On est très content que tu sois là avec nous encore pour documenter notre communauté à ta façon. Oui, j'ai pas l'intention d'arrêter encore. Merci beaucoup, Robert Laliberté. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Robert Laliberté, donc, dont l'œuvre est exposée aux archives gays. Si vous voulez y aller, vous faites un petit coucou là-bas, puis ils vont vous accepter. Et nous, on s'en va en musique avec Axel Hirsou et Être aimé. On a dû tous laisser des rêves s'envoler, là où on n'a pas toujours eu la force d'aller. Des rêves qui vous surprennent par peur peut-être de devoir un jour se dévoiler à quelqu'un qui pourrait vous aimer, à quelqu'un qui pourrait vous toucher, parce qu'on a nos peurs, puisqu'il faut l'envie d'aller si loin pour être aimé, parce qu'on n'a qu'un cœur, puisqu'on n'a qu'une vie pour être heureux, pour être aimé, pour être aimé. On a dû tous croiser cet être que l'on attend, celui qui file la vie aussi vite que le temps, cet amour qui vous empêche de vivre, qui vous donne l'envie de le suivre, comme quelqu'un qui vous aurait marqué, comme quelqu'un qui voudrait vous aimer, parce qu'on a nos peurs, puisqu'il faut l'envie d'aller si loin pour être aimé, parce qu'on n'a qu'un cœur, puisqu'on n'a qu'une vie pour être heureux, pour être aimé, pour être aimé. Parce qu'on a nos peurs, puisqu'il faut l'envie d'aller si loin pour être aimé, parce qu'on n'a qu'un cœur, puisqu'on n'a qu'une vie pour être heureux, pour être aimé, parce qu'on a nos peurs, puisqu'il faut l'envie d'aller si loin pour être aimé, parce qu'on n'a qu'un cœur, puisqu'on n'a qu'une vie pour être heureux, pour être aimé, pour être aimé, pour être aimé. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Je dois vous dire que Axel Hirsou, qu'on vient d'entendre, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que je connais personnellement. Quelle belle voix, quelle belle voix. Et je vous rappelle, pour ceux qui veulent aller voir les photos de Robert Laliberté aux archives gays du Québec, les archives gays, vous trouvez les archives sur leur site web, évidemment. Si vous faites un petit Google, vous allez le retrouver. Et ça se situe sur la rue Anna-Dogan à Montréal. Ah, la chronique aux petits soins avec notre bel infirmier en résidence, Gengis Grenier. Salut, Gengis. Salut, Denis Martin, comment ça va? Ça va bien, mais je pense que ça va mieux que toi, là. Des petits problèmes avec ta voix aujourd'hui? Petite bronchite, rien de contagieux, ne vous affolez point. Ah, il n'y a pas de problème, je suis pas inquiet de ça. On parle toujours à Gengis avec le pronom et les accords masculins.
Identifié homme, né homme, toujours homme. Pas de réassignation pour le moment. Non, mais de toute façon, on va finir en poussière toute la gang. Hein? Ouais. Bon, allez, ça commence bien. Écoute, Gengis, on va parler de la PrEP 2.0, mais la PrEP, c'est quoi d'abord? C'est un médicament que des gens qui sont préqualifiés pour le prendre, soit avoir des rapports sexuels à risque ou ce que j'appelle tout simplement le célibat. C'est un médicament qu'on peut prendre dans le fond pour prévenir une infection au VIH. On connaît ça surtout dans la grande région de Montréal depuis à peu près 2014. On avait eu la PrEP 1.0 qui est plus connue sous le nom de Truvada, qui est disponible en générique aujourd'hui. C'est un médicament qu'on prend soit en continu ou au besoin pour la PrEP 1.0 parce qu'il y a des petites différences avec la PrEP 2.0. C'est un médicament qu'on prend pour éviter une infection potentielle au VIH. Donc, quelqu'un qui n'a pas le VIH prend ce médicament et peut avoir des rapports sexuels, plus ou moins protégés avec le préservatif. Oui. Et ça marche. Et de réduire, oui, ça réduit considérablement en fait les chances de s'infecter, les probabilités, pardonne-moi, je dirais pas chance, les probabilités de s'infecter au VIH. Et supposons moi, j'ai pas le VIH, je vais profiter un petit peu de mon célibat, c'est l'été, il fait chaud, on boit d'alcool, je le sais que j'aurai pas des pratiques catholiques ce soir, une bonne soirée attention à des pratiques catholiques qui sont à risque, mais on ne rentre pas dans ce débat-là. Soit un 24 juin 2023, je vais rencontrer, mettons, des garçons, mais je vais prendre ce médicament-là selon la prescription pour éviter une infection potentielle au VIH. Ça fonctionne quand même assez bien. Les études l'ont quand même démontré. Là, on parle d'un taux de pourcentage, des fois, qui est presque aussi efficace que le condom. Là, ensuite, les gens qui n'ont pas le VIH, qui prennent ce traitement-là, souvent, il y en a qui vont le rajouter avec le port du condom. Il y en a qui vont abandonner le port du condom pour se protéger avec le médicament. Fait que ça dépend un peu de la pratique individuelle puis de la conversation aussi qu'on a avec notre médecin aussi. Ouais. Et bon, je sais qu'on a reproché à la PrEP d'avoir contribué à une hausse des autres ITSS, mais encore là, ça reste à voir parce qu'on dépiste beaucoup plus qu'on dépistait avant quand les gens prennent la PrEP. Exactement, c'est un très bon point, Denis Martin. En fait, avec le suivi de la PrEP, les rendez-vous sont habituellement avec la PrEP 1.0, probablement avec celle 2.0 aussi, les rendez-vous sont aux 3 mois. Si on va voir son médecin 4 fois par année, on a 4 dépistages 4 fois par année. Donc, oui, ça augmente les taux d'incidence et de diagnostic. Mais quand on suit les courbes d'un peu plus près, oui, quand il y a eu le début de l'utilisation de la PrEP, on a diagnostiqué beaucoup d'ITSS, mais on en a traité énormément aussi. Je suis pas certain que le taux de prévalence de syphilis en ce moment qui est la même de celle de v'là 10 ans. Moi, je pense qu'en ce moment, on dépiste un peu moins de syphilis que ce qu'on en dépistait de v'là 10 ans parce qu'on a pu dépister tout le monde qui était positif à la syphilis. D'accord. Ben justement, allons maintenant de la syphilis à la PrEP 2.0. 2.0, oui. En fait, ça s'appelle Descovy. C'est les mêmes molécules que le Truvada, soit l'emtricitabine et le tenofovir. C'est juste que dans le Truvada, la PrEP 1.0, les molécules, les ingrédients sont lourdes un petit peu pour les reins. Et voire même la déminéralisation des os, même sur la concentration en calcium dans les os. En réduisant un petit peu le dosage, la teneur en ingrédients, soit en abaissant un peu la teneur en milligrammes des deux molécules, on se rend compte que c'est beaucoup plus sécuritaire pour les organes vitaux digestifs, là, la façon qu'on élimine le médicament, soit par les reins, le foie, le sang. Fait que c'est un peu plus sécuritaire, sauf que la PrEP 2.0 ne peut pas être prise au besoin, c'est à tous les jours. Oh, OK. Oui, il y a une très large différence, là. OK. On se rappelle ici qu'au Québec, au Canada, surtout dans notre province, ce qui n'est pas le cas dans d'autres États américains ou dans d'autres provinces, on peut prendre la PrEP 1.0, soit la PrEP Truvada, au besoin. Ce qui n'est pas nécessairement le cas partout. Il n'y a pas d'indication nécessairement par la FDA dans tous les États américains. La PrEP 2.0, qui est Descovy, doit être prise à tous les jours. On ne peut pas la prendre au besoin. Puis il y a quand même, il y a quand même des frais à ça. Je sais que les assurances vont payer, mais quand même, il y a un frais, il y a le Elle n'est pas donnée, la PrEP 2.0, elle est dispendieuse. En fait, là où on doit se situer par rapport à ça,
c'est qu'elle a eu une indication de Santé Canada. Ça veut dire que les médecins ont le droit de la prescrire, mais la RAMQ, par exemple, comme au Québec, ne la remboursera pas. Ben, elle se dit, pourquoi que je rembourserais une molécule qui coûte plus cher, j'ai pas de générique de celle-là, quand que le Truvada 1.0 existe. Fait que ce qui arrive, c'est que la RAMQ ne le rembourse pas, mais beaucoup d'assurances privées vont préférer la rembourser, sachant très bien que leur clientèle, soit, mettons, moi qui est assuré avec une assurance privée, je veux me faire prescrire Descovy, mais ils savent qu'à long terme, ça a le moins de dommages sur mes reins ou sur mes os. Je vais être moins à risque de fracture en cas d'une chute. Fait que tu vas leur coûter moins cher à long terme. Ça dépend de la vision de la compagnie, puis de la compagnie d'assurance, puis un peu les décisions qu'ils veulent prendre. Mais en ce moment, là, j'ai fait mes devoirs aujourd'hui avant de venir te rencontrer. La RAMQ ne rembourse toujours pas Descovy, mais c'est remboursé par certaines compagnies d'assurance. Ça ne veut pas dire que, parce que moi, ma compagnie d'assurance la rembourse, que toi, la tienne va la rembourser. D'accord. Ben, écoute, ça nous amène à un autre sujet que je trouve important, puis je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Depuis hier, je pense que c'est hier, les dons de sang de la part des membres de nos communautés du LGBTQIA+, et surtout des hommes gays, c'est maintenant permis. On peut faire des dons de sang. Quelle bonne nouvelle. Ça a été à l'étude par plusieurs organismes communautaires à Montréal. Est-ce que tu le savais? Oui. Il y a beaucoup de gens dans notre communauté qu'on peut remercier sincèrement d'avoir travaillé aussi fort pour pouvoir amener ces données-là au bout des doigts de Santé Canada. Depuis hier, Santé Canada autorise, dans le fond, des personnes homosexuelles selon leurs pratiques sexuelles. J'ai été lire les critères, en fait, qui permettraient à moi ou à toi de donner du sang. Ah non, moi, je peux pas. Ah oui, non, oui, c'est moi, vrai, excuse-moi. je suis séropositif, Oui, mais dans les critères d'inclusion et dans les critères d'exclusion, les gens qui vont être exclus d'emblée, les personnes qui sont atteintes du VIH, les porteurs d'hépatite B, hépatite C chronique. Mm-hmm. J'ai appris le nom d'un nouveau virus qui s'appelle LHTV2, qui est un virus lymphotropique. Oh, wow! Oui, puis apparemment, il se dépiste. Je le connaissais pas du tout. Puis quand on en est atteint, on peut pas donner du sang non plus. On est exclu permanent. Ouais. Un homosexuel séronégatif au VIH qui n'a pas le VIH peut donner du sang s'il est avec le même partenaire depuis 3 mois et plus. S'il n'y a pas eu de multiples autres partenaires sexuels. Si la dernière infection, admettons, à la chlamydia a été traitée, faut attendre 7 jours après les antibiotiques. Quand on a eu une syphilis, écoute-moi bien, il faut qu'on soit cliniquement stable avec un suivi médical qui dit qu'on peut donner du sang. Puis ce qui est encore plus encourageant, Denis Martin, c'est que Santé Canada a dicté, a quand même dit on a hâte qu'Emma Québec suive le pas. Oui, parce que c'était la dernière province, le Québec, c'était la dernière province du Canada à faire ces changements. Ah, c'était pas sérieux, je le savais pas. Ouais, je le savais pas, mais le Québec a une histoire de très grand traumatisme avec les dons de sang. Si on recule dans les années 80, si je me trompe pas, c'était la Croix-Bleue ou... C'était pas Emma Québec d'aujourd'hui. Non, c'est la Croix-Rouge qui faisait ça. C'est la Croix-Rouge, oui. Exactement. Oui, t'as raison. On payait les gens pour récolter leur sang. Fait que les gens qui se présentaient à eux étaient des utilisateurs de drogues injectables, des prostituées. Des gens qui avaient besoin d'argent. Il y avait des gens qui avaient besoin d'argent puis qui étaient porteurs de ces maladies-là. Puis c'est encore le cas aux États-Unis en passant. Ah oui, mon Dieu, c'est épouvantable. Dans la plupart des États américains, on rémunère les gens pour faire les dons de sang. C'est épouvantable. On ne devrait pas rémunérer les gens pour ça du tout. Puis ici, on a donné du sang contaminé à des hémophiles, à du monde qui avait des santé fragiles. Puis ça a malheureusement conduit au décès de plusieurs milliers, voire même des dizaines de milliers de personnes. Puis, avec la reprise, là, l'arrivée du cancer gay et tout ça, on nous a tout mis ça sur le dos. Le cancer gay. Le VIH, oui. On nous a tout mis ça sur le dos, puis ça nous a pris à peu près 40 ans sans en remettre. Moi, je trouve que c'est un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour la communauté LGBT de pouvoir... Alors, pour l'humanité. On va reprendre les mots exacts de l'astronaute. En fait, Neil Armstrong, ce qui est intéressant, tu parlais des critères, mais ces critères-là sont appliqués à tout le monde. Oui. C'est ça qui est intéressant. Oui, c'est vraiment une rubrique par rapport au comportement sexuel. Fait que, ce qui vient de s'appliquer aux homosexuels vient de s'appliquer également aux hétérosexuels. Faut savoir que quand ils font la récolte du sang, ils font quand même plusieurs séries de dépistage dessus.
Puis, tu sais, si jamais on t'a diagnostiqué avec une nouvelle maladie, ben, tu sais, ton sang ne serait quand même pas transfusé. Ouais. Puis, j'ai été curieux de savoir aussi que même pour des maladies ultra répandues comme le VPH, Ouais. qu'on soit porteur ou non du VPH, soit le petit virus qui cause des verrues génitales, on peut quand même donner du sang. J'ai quand même été surpris de ça, à savoir est-ce qu'on filtre le sang pour éliminer le virus ou comment ça fonctionne, mais j'ai été très étonné à lire en détail là, sur Emma Québec, puis les dernières rubriques dans la presse, là, c'est très intéressant. Jess Grenier, merci beaucoup encore une fois pour cette excellente chronique. Bonne fin de soirée, Denis Martin. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur. Et oui, écrivez-nous. On veut avoir de vos nouvelles. On veut entendre ce que vous pensez de l'émission. Alors, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 5 décembre. Merci à nos invités aujourd'hui. Donc, Serge Sasseville, conseiller municipal de la Ville de Montréal. On a aussi reçu Arnaud Baudry de Franco-Queer en Ontario. Robert Laliberté, photographe, et évidemment, Jess Grenier, qui a fait la chronique santé aujourd'hui. Sentez-vous bien? Non, pardon, aux petits soins. Ça, c'est notre émission. On remercie l'équipe. France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour la musique thème, Gerly Ormelet pour les réseaux sociaux, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion à Canal M, et aussi Marie-Josée Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix. Et puis, je m'appelle Denis Martin Chabot. On vous dit à la semaine prochaine.